le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealici Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon début de week-end, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealici Dorelas. Pour la présentation, Jacques Mel, pour présenter ce grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien, Robin assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM, à Jacmel, à Venise, les vents forts combinés aux marées astronomiques que les Vénitiens appellent Aqua Alta ont toujours mis la ville en danger d'inondation à l'automne. Mais aujourd'hui, les effets de ce phénomène naturel sont de plus en plus fréquents. Voici un reportage signé Euronews. Les chaises de la terrasse Lavena sur la place Saint-Marc ont les pieds dans l'eau. L'image de Venise sous les flots commence à être tristement habituelle. L'Aqua Alta, phénomène naturel fréquent à l'automne, est de plus en plus présent. Signe du changement climatique en cours, qui menace la ville lagunaire la plus célèbre du monde. Les conditions continuent à peggiorare, non à migliorare. Les conditions continuent à se dégrader. Nous avons donc la certitude que pendant ces mois, les inondations ne sont plus un phénomène occasionnel, c'est un événement quotidien. L'élévation du niveau de la mer augmente la fréquence des traditionnelles marées hautes. Cette année, la basilique Saint-Marc a été recouverte 5 fois en août. L'Aqua Alta est un phénomène qui augmente de plus en plus. Il bloque tous les commerces. Venise vit grâce à son artisanat et au tourisme. S'il n'y a plus de tourisme, Venise mourra. La défense de Venise a été confiée au système MOSE de barrières sous-marines mobiles. Activées dès que des crues de plus de 1,30 m sont imminentes, elles ont été relevées 20 fois depuis 1 an. Certains estiment pourtant déjà que MOSE pourrait devenir obsolète si le niveau des mers augmente. Direction la Libye, au cœur d'une conférence internationale vendredi à Paris, est engagée dans un processus politique parrainé par l'ONU, visant à mettre fin à la décennie de chaos depuis la chute du régime de Mohamed Kadhafi en 2011. Voici un reportage signé France 24. Une décennie de chaos. Entre 2011 et 2021, la Libye s'est enfoncée dans une crise multidimensionnelle sans précédent. Sur le plan politique, tout d'abord, après la chute de Mouammar Kadhafi au pouvoir depuis plus de 40 ans, de nombreuses milices font la loi. Des élections sont alors rapidement organisées, dès 2012 puis en 2014, mais elles échouent à mettre en place un gouvernement stable, le pays étant divisé en deux. Après des années de conflit entre l'Est et l'Ouest, un nouveau gouvernement intérimaire est désigné début 2021 sous l'égide de l'ONU. Il doit désormais mener la Libye à la première élection présidentielle de son histoire, le 24 décembre prochain. Plusieurs candidats potentiels, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bachaga, le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne, l'homme fort de l'Est du pays, et Saïf al-Islam Kadhafi, dont le portrait trône fièrement aux côtés de celui du guide suprême, son père, à l'entrée de la ville de Bani Walid. Dans ce fief du kadhafisme, les habitants ne cachent pas leur nostalgie. La révolte de 2011 n'a apporté que guerre, désolation, division et atteinte à la souveraineté de notre pays. Nous sommes restés fidèles à notre guide Mouammar Kadhafi et nous serons fidèles à Saïf al-Islam. La crise est également sécuritaire. Selon l'ONU, plus de 20 000 mercenaires étrangers combattent actuellement en Libye. Des Russes, du groupe Wagner, des Syriens mais aussi des Turcs. Une présence qui handicape au quotidien le développement de la souveraineté nationale libyenne. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a nommé jeudi un nouveau conseil de souveraineté dont ont été exclus les représentants réclamant un pouvoir pro-civil. Voici un reportage signé Africa
News. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, à l'origine du coup d'État du 25 octobre, s'est reconduit jeudi à la tête du Conseil de souveraineté provisoire. Dans ce nouveau conseil présenté à la télévision nationale, on remarque l'absence des personnalités pro-civiles. Les groupes pro-démocratiques n'ont pas encore réagi à la décision du chef militaire. Le principal changement reste le départ de 4 représentants des forces de la liberté et du changement qui réclamaient un transfert rapide du pouvoir aux civils. Le grand chef paramilitaire Mohamed Hamdan Dagalo conserve ses fonctions de vice-président. Toutefois, le général Abdel Fattah al-Burhan a reconduit dans leurs fonctions 3 autres généraux qui avaient siégé au conseil précédent. Abdel Fattah al-Burhan resserre son emprise sur le pays, une évolution qui intervient alors que les militaires ont promis à plusieurs reprises de céder le pouvoir aux autorités civiles. Après l'annonce télévisée, quelques habitants des quartiers contestataires sont sortis dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Parlons du Forum pour la paix, 2e journée ce vendredi à Paris. Un rendez-vous pour cette année consacré à la réduction des fractures mondiales. Un forum auquel participe un panel d'intervenants impressionnant, dont la vice-présidente américaine Kamala Harris, le retour des États-Unis dans le multilatéralisme. Voici un reportage signé TV5 Monde. Elle est l'invitée exceptionnelle qui attire bien des attentions. Parmi les chefs d'État et de gouvernement conviés pour un dîner à l'Élysée, Kamala Harris. Madame la vice-présidente. La vice-présidente américaine participe au Forum sur la paix. Jamais les États-Unis n'étaient encore venus, Donald Trump préférant boycotter l'événement. Un peu plus tôt dans la journée, c'est elle qui donnait le coup d'envoi de ce rendez-vous sur les grands défis de demain, appelant la communauté internationale à agir contre la pauvreté et les inégalités. Comment se fait-il qu'1% de la planète possède aujourd'hui 45% des richesses mondiales? Comment se fait-il qu'une personne sur 4 dans le monde n'ait pas accès à l'eau potable? Pourquoi une femme sur 3 dans le monde subit-elle des violences sexuelles ou physiques au cours de sa vie? Le fossé nord-sud qui s'est considérablement élargi, un des thèmes de ce forum. L'inégalité vaccinale par exemple. Le président de l'OMS l'a une nouvelle fois rappelé. La fin de la pandémie ne dépend plus du progrès technique, mais du courage politique. 80% des vaccins produits jusqu'à ce jour ont été utilisés par des pays du G20. Le président français Emmanuel Macron confirme, il faut faciliter l'accès des pays du Sud aux vaccins anti-Covid. Nous ne pouvons accepter une situation, je veux ici vous rappeler les chiffres, où le continent africain représente 20% des besoins de vaccins, quelles que soient les épidémies, et a une capacité de production de 2%. Climat, santé, cyberespace, autant de sujets sur la table. Et ce vendredi, une conférence internationale sur la Libye se tient en marge de ce forum. Dossier spécial dans cette page internationale, la crise des immigrants en Europe. Face à la pression migratoire aux frontières de l'Europe, certains ont choisi de construire des murs et 12 pays européens ont réclamé des financements à Bruxelles en ce sens. La Grèce, elle n'a pas attendu les aides européennes pour édifier un mur de 40 km à sa frontière avec la Turquie. Voici un reportage signé La 5 à l'émission C'est dans l'air et dossier spécial pour ce aujourd'hui. Au bord du fleuve Evros, il fait désormais partie du paysage. Cet immense mur d'acier de 40 km, construit cet été sur la frontière entre la Grèce et la Turquie. Avec ce dispositif équipé de radars ultramodernes, l'État grec veut empêcher coûte que coûte un afflux de réfugiés afghans. Durant la période de février à mars 2020, nous avons connu une forte crise avec la tentative massive de migrants de franchir nos frontières. Depuis, nous avons renforcé nos ressources humaines, nous avons l'expérience et l'équipement pour répondre à de telles menaces. Mais la Grèce n'est pas le seul pays à se barricader. L'Europe compte des kilomètres de fortifications pour bloquer les principales routes migratoires. En 2015 déjà, la Hongrie veut rendre étanche sa frontière avec la Croatie. En Bulgarie, des militaires s'activent pour déployer des barbelés, placés sous très haute surveillance. Au même moment, la Lituanie installe une clôture en fer de 300 km. Au total, 12 pays de l'Union européenne sont favorables à ces dispositifs anti-migrants.
En octobre dernier, ils vont jusqu'à écrire à la Commission européenne pour demander à Bruxelles des financements. Les barrières physiques semblent être une mesure efficace de protection des frontières qui sert l'intérêt de l'ensemble de l'Union européenne. Dans les hauts lieux du pouvoir européen, le sujet du financement de telles frontières physiques divise. En conférence de presse, le président du Conseil affirme que c'est envisageable. D'après l'avis des services juridiques du Conseil, il est légalement possible de financer l'infrastructure. C'est une décision qui doit être prise par la Commission, mais en tout état de cause, l'avis juridique du Conseil est très clair et nous verrons quelle sera l'issue du débat. Et tandis que le ministre de l'Intérieur allemand estime ces dispositifs tout à fait légitimes, la présidente de la Commission européenne, elle, se montre très ferme. Il y a eu une discussion sur ce qu'on appelle l'infrastructure physique. Et j'ai été très claire sur le fait qu'il y a un discours de longue date au sein de la Commission et avec le Parlement européen et qu'il n'y aura pas de financement de fils, de barbelés et de murs. Pendant que l'Union européenne discute, les crises migratoires s'amplifient autour de ces murs très décriés. Comme en mai dernier, l'enclave espagnole de Ceuta fait face à un afflux de migrants sans précédent, venus du Maroc voisin. Il y a des milliers de personnes qui passent et du coup moi je dis je vais tenter ma chance quoi. Moi je vais traverser la nage et voilà. J'ai pas d'autre choix que de traverser ici. Environ 8000 personnes contournent cette barrière à la nage, parfois au péril de leur vie. Aujourd'hui, c'est au tour de la Pologne de lancer un nouveau projet. Fin octobre, le Parlement a validé la construction d'un mur à la frontière avec la Biélorussie. Projet fièrement dévoilé par le gouvernement et partagé sur les réseaux sociaux. La déstabilisation à la frontière polono-biélorusse nécessite des actions immédiates pour construire une sécurité permanente à la frontière de l'État. Une sécurité permanente que la Pologne paye au prix fort. 353 millions d'euros pour 100 km. C'est la fin de la page internationale, le grand journal du 14h pour aujourd'hui. Dernière sortie pour cette semaine. Aujourd'hui c'est vendredi. C'est le week-end. Température sur Boston pour aujourd'hui. 61 degrés Fahrenheit. 16 degrés Celsius à Jacmel. 88 degrés Fahrenheit. 31 degrés Celsius. Présentation Erlich Dorelas. Production Edprod. Réalisation Télébeltop pour le cœur de la radio évangélique aux Osana 102.3 FM. À Jacmel, bonsoir Jonel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Roubad, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end en compagnie de la radio. Bonsoir, à la semaine prochaine. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.